Mathieu Babin, on vous retrouve comme chaque jour en direct de Washington. Bonjour à vous. On ne peut pas dire que les Américains aient pesé tout leur poids. L'absence de Joe Biden en Suisse a été remarquée. Non, effectivement, l'absence de Joe Biden n'a clairement pas crédibilisé cette initiative qui a pourtant vu, on l'a dit, la participation de plus de 90 pays et organisations internationales qui sont parvenus à rédiger une déclaration commune sur laquelle nous allons revenir dans les prochaines minutes. Mais à sa décharge, cette réunion en Suisse aurait été pour Joe Biden le troisième épisode qui plaçait l'Ukraine en place centrale dans une réunion internationale ces derniers jours et ce mois-ci. D'abord, il y a eu la visite d'État du président américain en France, évidemment, à l'occasion des commémorations du débarquement le 6 juin dernier et les jours qui ont suivi. 5 jours de visite officielle. L'analogie faite par les présidents français et américains entre le mal qui avait déchiré le monde au début de la décennie 1940 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie était évidente au point que l'Ukraine, qui ne fait pourtant pas partie de l'histoire du débarquement, était clairement l'hôte de marque des cérémonies et des rencontres qui ont suivi. Ensuite, il y a eu le sommet du G7, dont la vocation n'est pourtant pas la politique étrangère à proprement parler, mais qui là aussi a placé Volodymyr Zelensky à la table des 7. Un G7 qui, lui aussi, est parvenu à faire bloc autour de l'Ukraine par une série de mesures concrètes, dont la principale est l'exploitation des avoirs russes gelés pour financer l'économie de la défense ukrainienne. Alors oui, en Suisse, c'est Kamala Harris, la vice-présidente, qui a représenté Joe Biden, qui, rappelons-le, n'est pas que le président des États-Unis, mais également un candidat en campagne, et une campagne qui exige justement de lui d'apparaître le plus possible devant ses concitoyens, à un moment où son rival Donald Trump connaît une trêve dans son marathon judiciaire et a donc pu reprendre les meetings, et à marche forcée d'ailleurs. Alors bien sûr, si la Russie ou même la Chine avaient participé à ce premier sommet pour la paix, il est probable que Joe Biden se serait confronté lui-même à Volodymyr Zelensky ou aurait honoré Xi Jinping de sa présence. Mais on l'a dit, Kamala Harris était bien là et après tout, la politique étrangère à la Maison-Blanche est l'un de ses domaines réservés, celle de la vice-présidente. La vice-présidente a donc pu viser, elle aussi, la déclaration commune renouvelant le soutien des nations à l'intégrité territoriale ukrainienne, exigeant notamment le retour des enfants ukrainiens déportés durant les premières semaines du conflit, on s'en souvient, mais surtout une déclaration commune qui rappelle que toutes les portes des négociations sont ouvertes à Vladimir Poutine. Encore une fois, la présence au moins d'une délégation chinoise aurait donné un peu plus de crédit à cette première rencontre, mais la Chine a toujours été extrêmement claire sur ce sujet dans le fond. Les diplomates chinois ne participeront pas à des négociations de paix en l'absence des représentants de la diplomatie russe. Volodymyr Zelensky, lui, qui on le rappelle, est à l'origine de la réunion, s'est félicité d'abord de la mobilisation, puis du fait qu'elle accouche d'une déclaration commune, ce qui, sur le plan diplomatique, signifie quelque chose de bien concret, mais il aura fallu moins de 24 heures pour faire retomber toute forme d'espoir immédiat en réalité, avec cette déclaration de Vladimir Poutine, sans surprise, et de ses diplomates, qui rappellent que la base de toute négociation avec Moscou est une capitulation totale et immédiate de l'Ukraine face à ses armées sur le front est de l'Ukraine. Et pour revenir à Joe Biden, Mathieu, bien sûr, le président américain est loin d'avoir lâché l'Ukraine. Il doit d'ailleurs rencontrer le secrétaire général de l'OTAN cet après-midi, Jens Stoltenberg, et l'Ukraine sera encore une fois au cœur de la rencontre. Oui, officiellement, il s'agit d'une visite préparatoire au sommet de l'OTAN qui se déroulera, vous le savez, à Washington en juillet prochain. Mais dans le contexte actuel, Joe Biden et le secrétaire général de l'OTAN ne peuvent pas se trouver dans la même ville sans saisir l'occasion d'échanger sur quelques sujets graves. C'est une évidence. On a évidemment parlé de l'Ukraine, mais l'échec annoncé, le énième échec des négociations autour d'un cessez-le-feu à Gaza sera aussi un sujet. Faut-il accélérer les négociations pour l'intégration des nouveaux membres de l'OTAN? Comment convaincre Moscou que l'Ukraine, en se rapprochant de l'OTAN, ne défie pas le Kremlin, mais agit tout simplement pour sa survie? Quelle forme pourrait prendre le déploiement de soldats de l'OTAN sur le sol ukrainien et surtout quelles grandes annonces devront sortir du sommet de l'OTAN
printemps, de cet été, pour enfin marquer un tournant tellement attendu dans ce conflit, et si possible avant qu'il n'entre dans sa 4e année en février prochain, puisque cela n'aura échappé à personne. Avant le 3e anniversaire du déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, il y aura eu une investiture à Washington, un mois plus tôt, en janvier. Aujourd'hui, il est impossible d'affirmer qui sera l'occupant du bureau ovale en 2025, mais ce qui est certain, c'est que selon qu'il s'agira de Joe Biden, de Donald Trump, ou même d'un autre, ce n'est pas totalement exclu, le destin de l'Ukraine et donc en quelque sorte l'équilibre du monde ne sera pas le même, c'est une évidence. L'hypothèse d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ne peut pas être écartée, on l'a dit à ce stade, et les chancelleries doivent donc travailler dès maintenant à cette hypothèse bien concrète. C'était d'ailleurs déjà l'esprit du G7 qui, en mettant à la disposition de l'Ukraine les avoirs russes gelés, offre à Zelensky un peu plus qu'un chèque, les chèques habituels, mais un revenu supplémentaire quasiment permanent. Voilà. Parmi les choses que l'on peut retenir de ce que l'on s'est dit aujourd'hui, l'idée que le renouvellement normal ou inattendu des dirigeants de ce monde complique considérablement la tâche des organisations qui travaillent à la résolution des conflits en réalité. Et dans la liste des successions incertaines, même la France figure désormais en bonne place. Malheureusement. Merci beaucoup Mathieu Mabin en direct de Washington.